Chers auditeurs de Radio Vissou, bonjour. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Patrick Neyman qui va nous parler d'un sujet malheureusement d'actualité que sont les séismes. Donc Patrick, est-ce que tu peux nous dire d'abord, est-ce qu'on peut prévoir un séisme pour éviter évidemment le nombre de morts qui va avec? Oui, bonjour. Bonne question. Alors ça, c'est la question qu'on aura envie. Alors malheureusement, on ne sait pas prévenir un séisme. Mais pas du tout. Et ça, c'est très compliqué à prévoir. Mais on peut peut-être prévoir la localisation. Il y a peut-être des endroits où il y a plus de risques. Tout à fait. Alors les séismes, on sait où ils vont se produire. Pourquoi? Parce qu'il y a des failles, il y a des plaques. Il faut savoir que le globe terrestre est découpé en plaques. Il y a 12 plaques principales et 40 plaques secondaires. Et ces plaques bougent. Alors, pourquoi elles bougent? C'est parce que au centre de la Terre, c'est comme une cocotte minute. C'est vraiment en ébullition. Et donc, il y a de la convection. Et cette convection va faire bouger les plaques. Et ces plaques peuvent bouger de quelques centimètres par an. À peu près entre 1 et plusieurs centimètres par an. Et sur quel continent on les trouve? Sur tous les continents Tous les continents. D'accord. Tous les continents. Alors sur le séisme qui nous intéresse, celui de Turquie, il y a 3 plaques qui rentrent en action. Il y a la plaque africaine, la plaque anatolienne, c'est la Turquie, et la plaque africaine d'Arabie. Donc, et vraiment, au point d'intersection de ces plaques, s'est produit ces fameux séismes. Alors, il faut savoir que ces plaques, comme elles bougent de plusieurs centimètres, mais en fin de compte, c'est comme une feuille comme si on tire sur une feuille. Alors, au début, ça tire, ça résiste, et à un moment donné, ça va craquer. Et les tensions, elles s'accumulent sur des centaines et des centaines d'années. Alors là, on peut estimer que c'est plusieurs centaines d'années qu'il y a eu des tensions, et finalement, à un moment donné, ça ne résiste plus, et ça claque, on voit des ouvertures de plusieurs... Mais la profondeur, justement. Alors la profondeur, par exemple, pour le séisme de Turquie, je crois que c'est 17,8 km où le séisme s'est produit. Et après, il y a des répliques, il y a d'autres séismes, il y a des profondeurs plus ou moins différentes. Mais donc l'énergie fait remonter tout ça à la surface. Voilà. Donc ça craque très bas et ça s'ouvre. Et on a pu voir sur les images qu'il y avait une faille qui faisait plusieurs mètres de largeur. Et tu dis qu'il y a des répliques après le gros séisme. Oui. Alors, mais il n'y a pas des signes avant-coureurs, par contre, du tout? Non, on sait qu'il y aura toujours des répliques. Généralement, les répliques sont plus faibles. Alors, il y en a beaucoup de répliques. La plupart des répliques, elles sont faibles. Mais là, les premières répliques sont relativement fortes. Donc, il y a eu déjà à peu près au moins 400 répliques. Et alors, juste parce qu'on parle souvent de l'échelle de Richter, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est un peu l'échelle de Richter? Alors, oui. Alors, l'échelle de Richter, c'est M. Richter qui a défini cette échelle. Elle définit l'énergie du séisme. Entre donc 0, il n'y a pas de séisme, et le plus grand que l'on ait eu, c'est jusqu'à 9 et quelques. Donc ça ne dépasse pas 10. En Turquie, je crois que c'était 7,6 ou 7,8. Voilà, c'est ça, 7, 8. Alors, il y a eu 2 séismes dans un premier temps, un 7,8 et un 7,5. Et ensuite, il y en a eu 2 autres. Donc le 20 février, là, c'était des répliques. Alors, comment on sait que c'est des séismes et pas des répliques? Eh bien, les 2 premiers étaient sur des failles différentes. Les suivants étaient sur les mêmes failles, donc on peut considérer que c'était des répliques. Alors, comme on sait depuis plusieurs dizaines d'années, je suppose, où se trouvent justement ces failles, donc là où il y a les risques potentiels, est-ce que les gouvernements de ces pays ont prévu, par rapport justement aux habitations, que effectivement ça ne soit pas trop soumis et que ça s'écroule assez rapidement? Effectivement, c'est une question qu'on peut légitimement se poser. Le problème... Alors, tout dépend des pays. Alors, les scientifiques turcs ont bien fait leur travail, ils ont bien prévu ce qu'il fallait faire. Par contre, comme le régime est quand même assez corrompu,
Les gens derrière, les promoteurs font un peu n'importe quoi. Ils n'ont pas du tout construit dans des normes sismiques. C'est-à-dire que le même type de séisme au Japon n'aurait pas du tout eu le même impact. Les mêmes conséquences, ouais. Par contre, là, c'est catastrophique parce que le risque est très grand. Alors, un séisme qui est très important, l'un des plus gros qu'on ait eu, ça dépasse 9, hein, c'était le plus gros, ça s'est passé au Chili. Et il y a eu celui après du côté de Sumatra où il y a eu un tsunami en 2004, je crois. Avec des centaines de milliers de morts, je suppose. Oui. Alors non, pas tellement. Non. Pas tellement. Il y a eu, au Chili, il y a eu très peu de morts parce que, en fin de compte, c'est une zone très peuplée. Donc un séisme qui se produirait en plein milieu du désert, on n'en a rien à faire. En fin de compte, tout le monde viendrait là en autocar pour voir ce qui s'est passé. Il y aurait zéro meurtre. Là, en Turquie, donc on va sûrement avoisiner les 50 000 morts. Ça, c'est un défaut de normes sismiques. C'est des régions pauvres. Et même les bâtiments qui semblaient assez cossus étaient construits en dépit du bon sens. Alors là, on a parlé d'un pays, je dirais, surtout cette région-là, plutôt pauvre. Mais il y a eu un énorme tremblement de terre dans un pays plutôt riche, qui est les États-Unis. Je crois que c'était à San Francisco au début du XXe siècle ou à Los Angeles, je ne sais plus. Enfin, c'est une faille, la fameuse faille de San Andreas. Exactement. Donc ça, c'est ce qu'ils appellent le Big One, là, qu'ils attendent. Ils savent que, je sais pas, au bout de 100 ans à peu près, ça devrait revenir et ils s'y préparent. Mais bon, ils construisent quand même d'une manière un peu plus correcte. Donc, mais il y aura un gros séisme, c'est sûr, mais on ne sait pas quand. Mais ça n'empêche pas les promoteurs, les constructeurs et les habitants d'acheter. D'ailleurs, on a le même problème avec le problème de la mer qui gagne du terrain sur le bord. Tout à fait. Alors, pour donner un autre exemple, par exemple, en France, on a eu un séisme, il n'y a pas très longtemps, en Ardèche, au Teil, et le village a été bien détruit. Alors, c'était un séisme de magnitude 5, qui est modéré sur l'échelle de Richter. Celui de Turquie, c'est quand même majeur. Justement en France, alors c'est les Alpes, les Pyrénées peut-être qui sont plus... Tout à fait, les Alpes du Sud, l'Est, toutes les zones montagneuses. Au Teil, bon, le village était détruit. La centrale nucléaire qui est juste à côté de Cruis, elle n'a strictement rien eu, hein, même pas une égratignure, parce qu'elle est construite selon des normes tout à fait correctes. Par contre, le village qui est des vieilles maisons, bon, ça n'a pas résisté. Hein. Alors moi j'ai vécu il y a, je ne sais plus, 2 ou 3 ou 4 ans à La Rochelle, mais alors un mini qui a duré vraiment quelques secondes, mais évidemment ça fait bizarre parce que tout bouge. Voilà. Quels sont les bons conseils au cas où malheureusement ça pourrait revenir pour les habitants? C'est de sortir de leur maison, c'est de se protéger en mettant quelque chose au-dessus de leur tête plus solide, je sais pas. Qu'est-ce que tu en penses? Alors sortir de la maison, c'est presque trop tard, hein, quand ça arrive. Alors celui de Turquie, il était affreusement long. Ça a duré 2 minutes. Et dans la nuit, je crois, en plus. Oui, 2 minutes. Donc c'est terriblement long quand il y a des dégâts comme ça. Donc faut réussir à se protéger, se cacher sous une table. C'est un peu ce qu'on apprend aux gamins au Japon. Hein. C'est dans la classe, aller sous les tables pour se protéger de toute chute éventuelle. Quand on habite dans un immeuble au 12e étage... Enfin, surtout si on habite plutôt au rez-de-chaussée, parce que... Et on a vu des choses terrifiantes, hein, des images de sauveteurs qui n'arrivaient pas à dégager des gens, parce que c'était beaucoup trop dangereux, ils n'y arrivaient pas, et ils ont laissé des gens vivants sous les décombres, parce qu'ils n'y arrivaient pas. C'est vraiment poignant. Surtout que les secours, je pense, en Turquie étaient éloignés en plus de... Les secours sont éloignés, etc. Alors, il y a la Turquie où c'est relativement médiatisé. Il y a la Syrie, donc c'était à peu près à la frontière avec la Syrie. La Syrie, bon, c'est un peu... On ne sait pas trop ce qui se passe. On ne sait pas trop ce qui se passe. Et je pense que, officiellement, le nombre de morts est de quelques milliers, mais... je crois que le président Assad, le président de la Syrie, justement, a des adversaires sur place. Oui. Donc... je ne dis pas qu'il a laissé faire, hein, mais enfin bon, voilà, c'est pas très transparent, on va dire. Oui, c'est pas du tout transparent, et c'est très compliqué. Mais ce qu'on constate, alors le réchauffement de la planète, enfin différentes choses comme ça, les inondations, les tremblements de terre, les tsunamis, je veux dire, on a l'impression, alors peut-être parce que les médias maintenant évidemment couvrent de plus en plus, on a l'impression que les catastrophes se renouvellent de plus en plus vite. Est-ce que c'est quelque chose de vrai ou dans l'histoire plus ou moins récente, on avait aussi, sauf qu'on ne le savait peut-être pas aussi rapidement?
Non, je pense pas. Je pense pas que les séismes soient liés, par exemple, au réchauffement climatique. D'accord. C'est vraiment deux choses différentes. Non. Par contre, on sait... alors, c'est ça, le gros problème, c'est que les plaques bougent. Et on le sait. Hein, la dérive des continents, la tectonique des plaques, tout ça, c'est la même chose. Et ce qu'il faut savoir, historiquement, quand la Terre s'est formée, il n'y avait qu'un seul continent, c'était la Pangée, qui a 200 millions d'années à peu près, ça s'est coupé en 3 morceaux. Ensuite, au bout de 65 millions d'années, il y a l'Amérique qui s'est séparée de l'Afrique, il y a l'Australie de l'Antarctique, etc. Et il y a 2 millions d'années, il y a le reste qui s'est produit. Donc, ça veut dire que ça bouge. Par exemple, la plaque de l'Antarctique, elle tourne sur elle-même. Bon, on risque pas grand-chose. Par contre, il y a, du côté du nord, en Alaska, il y a de très gros séismes qui se produisent. Alors si tu dis que c'est arrivé, il y a très très longtemps, mais ça pourrait arriver dans l'avenir aussi. Ah ben ça continue à bouger. Ce qui veut dire que ce qui est prévu, c'est que dans je ne sais pas combien de centaines de millions d'années, l'Europe va se retrouver collée à l'Amérique. D'accord. C'est dans ce sens-là, on le sait. Ah, on sait. On connaît. Ce qui est relativement bien connu, c'est qu'on sait mesurer le déplacement des plaques avec des systèmes de satellites et de GPS. On sait exactement les mesurer et on sait comment elles se déplacent et dans quel sens et de donc ça va vers l'ouest, ça ne part pas vers l'est. Alors ça dépend des plaques. Il y a des plaques qui vont dans un sens, d'autres dans l'autre. Et l'Europe, c'est plutôt l'ouest. Oui, alors ça va se rejoindre. Très intéressant tout ça. Mais on en parle malheureusement parce que c'est vrai qu'au niveau éducatif, on n'en parle que lorsqu'il y a des catastrophes. Voilà. Donc toujours pareil, on ne peut pas le prévoir, c'est ce que tu dis à l'avance. Par contre, comme on sait où ça se trouve, est-ce qu'on peut imaginer de délocaliser les populations qui habitent là? C'est difficile. C'est difficile. C'est des régions généralement pauvres. Oui, je pensais plutôt aux États-Unis et la Californie. Aux États-Unis, oui, voilà. Non, les gens, ils n'y croient pas. C'est ça, oui. Mais le Japon, les gens, ils vivent très bien au Japon. Il y a des tsunamis, il y a des tremblements de terre. Ils ont à peu près tout, là. Oui, ils ont tout, ils ont la totale. Ils sont bien servis. Et ce sont des zones... Alors, ce qui est amusant également, on connaît les séismes depuis très longtemps, depuis même l'Antiquité. Pour mesurer un séisme, on utilise un sismographe. Et le premier sismographe connu, c'est un Chinois qui date d'une centaine d'années avant Jésus-Christ au moins. C'est un système, un vase, très astucieux avec des petites billes. Et selon l'inclinaison, comment ça va bouger, la bille va sortir d'un côté ou de l'autre. Et on aura à peu près la direction du séisme. D'accord. Parce que le sismographe, c'est plutôt une invention de la fin du 19e siècle. Tout à fait. Mais en fin de compte, bien avant, on avait déjà des idées. Il y avait des idées, simplement, comment ça bouge. Donc pour conclure, on ne peut pas les éviter, on ne peut pas les prévoir, on peut peut-être construire en fonction pour éviter au maximum les... Voilà. Alors un séisme, ce n'est pas que naturel, ça peut être également dû à l'activité humaine. C'est-à-dire? Par exemple, on suspecte le séisme qu'il y a eu en Ardèche, on suspecte. Il y a une carrière à côté. Il y a eu des forages, des choses comme ça, non? Il y a une carrière à côté, donc exploitée, et le fait de creuser, de dynamiter, etc., ça... Alors, le séisme stresse peut-être quand même... Mais ça l'a accéléré. Ça l'a accéléré, ça c'est sûr. Par exemple, le fait de vider très rapidement un barrage, ça crée des tensions énormes ou des relâchements énormes, et ça peut, au niveau du sol, faire vibrer et provoquer un séisme. Donc ça peut être l'activité humaine. Ce qui se passe également, ce qu'il faut savoir, par exemple, effectivement, les fracturations hydrauliques type gaz de schiste, ça peut aider à déclencher ce genre de choses. C'est-à-dire qu'on peut déclencher, on peut créer des fissures dans des maisons à 2 km. Ce qu'il faut également savoir, par exemple, l'exploitation des mines de sel, on en a même dans l'Est, qui se font en injectant de l'eau sous pression
dans la mine, et de l'autre côté, on récupère la saumure. Alors, c'est pas dans une bassine. Hein, c'est le principe du gaz de schiste. Mais non, mais c'est quelque chose d'énorme. C'est plusieurs terrains de football. Et on sait que à force de raviner comme ça va s'écrouler. Et ça s'écroule. Et ça, on arrive à le prévoir, ça, par contre, en mettant ils mettent des capteurs tout autour pour essayer, parce que c'est quand même dangereux. Et à un moment donné, tout va s'affaisser. Et ça peut créer tu me fais des penser ondes de choc. à la mer d'Aral, qui évidemment, parce qu'on a prélevé un certain nombre de choses qui fait que la mer d'Aral s'est plus ou moins séchée, si je ne me trompe pas. Est-ce que cette question-là, doublée des nappes phréatiques, par exemple, qui se trouvent une nappe fossile ou une nappe phréatique qui se trouve à quelques dizaines de mètres, voire plus, est-ce que cette variation, c'est-à-dire le manque de pluie, donc manque d'eau, est-ce que ça peut aussi entraîner quelque chose ou ça n'a pas de rapport direct? Alors, ça peut accélérer un phénomène si on est près d'une faille, par exemple. Oui. C'est ça, oui. S'il n'y a pas de faille, non. Alors, il y a des endroits qui sont relativement sûrs. Par exemple, l'endroit qui a été prévu dans la Meuse pour stocker les déchets nucléaires en sous-sol. À Bure. À Bure, voilà. C'est une zone où il n'arrivera jamais un séisme. Là. Il n'y a pas de faille. Ça a été prévu dans ce sens-là quand même. C'est une petite bonne nouvelle pour les habitants qui ne sont pas trop chauds pour qu'on installe les déchets nucléaires là-bas. Ouais. Mais en tout cas, il n'y a pas de risque en termes de... Il n'y a pas ce risque-là. Écoute, c'est très enrichissant. On te donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle émission. On n'a pas encore choisi le thème. On le choisit en fonction de l'actualité ou de ce que tu fais aussi, ce que tu vas faire bientôt à la bibliothèque, où tu vas donner des conférences, pareil, une fois tous les mois ou tous les 3 mois. La prochaine, d'ailleurs, tu peux nous le dire? Alors, la prochaine, c'est le 8 mars, pour la journée de la femme. Et j'avais prévu une conférence, pas du tout pour cela au départ. J'avais été interpellé par des femmes scientifiques qui ont été spoliées, et ça m'a donné envie de creuser la question. Donc le thème de la conférence, c'est 20 femmes scientifiques d'exception. Et entre autres, parmi elles, il y en a un certain nombre qui ont été spoliées. Marie Curie, peut-être, qui est dedans, non? Alors dedans, il y a Marie Curie, il y a... Moi, ce qui m'avait le plus interpellé, c'était Marc Gauthier. Marc Gauthier, c'est la femme qui a découvert la trisomie 21. Mais par contre, on lui a piqué sa découverte et c'est un autre qui se l'a approprié. Le 8 mars, c'est un quel jour? C'est un mardi ou un... C'est un mercredi. Mercredi. À 16h. Donc rendez-vous pour voir Patrick Neyman sur ce sujet-là, le mercredi 8 mars à 16h. Et merci d'être venu encore une fois. Et on donne rendez-vous le mois prochain à nos auditeurs. Bonne journée à tous et à bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Radio Vissou. www.radiovissou.fr